pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé, en Indiana avec ces républicains qui ont refusé de céder à la pression de Donald Trump, qui ont voté avec une majorité 31-19, qui ont voté contre ce redécoupage. Donc l'idée de ce redécoupage, très rapidement, c'est qu'il y a 9 circonscriptions en Indiana pour 9 élus à la Chambre des représentants. Actuellement, la grande ville de l'Indiana, c'est Indianapolis, qui, comme la plupart des grandes villes aux États-Unis, est une ville plutôt démocrate. Et donc, l'idée était de refaire la carte électorale pour que les 2 circonscriptions qui sont au niveau Indianapolis, on les refasse de telle manière que les démocrates ne puissent plus être élus. Et donc, on passe de 7-2 à 9-0. Pourquoi c'est important? Parce que on fait un calcul du côté des républicains, et ce calcul est fait non seulement par la Maison-Blanche, mais par Steve Bannon lui-même, en disant que la seule manière de gagner l'élection qui arrive, cette élection des midterms, c'est de rajouter des districts où on est certain. Donc, si on ajoute d'un côté des districts, on enlève aux démocrates. C'est comme ça que ça marche. Et que donc, il faut que l'on ait à la fin, avant les élections de novembre prochain, mais chaque État a des calendriers par rapport à ça, que l'on ait un net de 10 nouveaux cantons, districts assurés aux républicains. On va voir par rapport à Bannon, Thomas, si tu peux nous montrer ce tweet qui explique ça. Il dit, ben voilà, il faut qu'on pick up 10. Si ce n'est pas le cas, c'est la citation de Bannon, si nous n'avons pas ce pick-up de 10, grâce à cette redistricting wars, j'adore comment, et c'est ironique évidemment quand je dis j'adore, tout devient, il y a du branding. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'est un rééquilibrage, non, on vous vend ça comme des guerres, les guerres du redécoupage électoral. Voilà, on essaie de vous rendre ça, le truc sexy, en disant si on n'a pas un plus 10 à la fin, ça va être extrêmement difficile pour nous, voire impossible de garder la Chambre des représentants. On va aller voir comment Bannon détaille son calcul. Ils disent, ben voilà, à la fin, lorsqu'on va se présenter, évidemment, s'il n'y a pas de démission avant, comme le fait Marjorie Taylor Greene, on se dit à la fin de l'exercice, d'ici novembre prochain, on aura 220. Si on rajoute 10, dont on est certain, ça fait 230 pour nous. Et à partir de là, ça veut dire quoi? La majorité étant 218, qu'il ne faut pas qu'on en perde 12. Et donc, ils se disent, si Bannon dit, si on n'a pas ce gain de 10, on va perdre l'élection. À l'heure actuelle, les experts comme Dave Wasserman du redécoupage électoral, principalement grâce à ce qu'a fait Gavin Newsom du côté de la Californie, disent que au mieux, on est dans du peut-être plus 1, voire plus 2 pour les républicains. Mais dans la réalité, avec des États comme la Virginie, grâce aux élections du 4 novembre, dans la réalité, on est quasiment à du zéro. Bon, ça ne veut pas dire, il y a des gros efforts actuellement au niveau d'élus MAGA en Louisiane, en Alaska et dans d'autres États pour dire on va pousser au maximum en Floride pour empêcher, pour refaire cette carte électorale, pour essayer d'arriver absolument à ce plus 10. Mais ce qui vient de se passer en Indiana, non seulement ça envoie le message aux personnes qui veulent pousser ce découpage électoral que ça ne sera pas facile, que ça va être compliqué, et à ceux qui souhaitent
à ceux qui souhaitent se défendre, souhaitent résister, et on vous avait donné vous avez passé cette vidéo, de se dire, bah tiens, regardez, l'Indiana a osé le faire malgré les menaces. Et ces menaces-là, c'est un thème qui est extrêmement intéressant parce que c'est aussi le thème sous-jacent de la présidence de Donald Trump. D'ailleurs, Thomas, on a un dossier menace. Je voudrais qu'on commence par ça. Cette étude qui a été faite ce matin, qui a été publiée par ABC, qui est complètement folle. NBC, étude NBC, voilà. Donc, qui démontre, on s'en doutait, mais c'est bien de le préciser, que les attaques de Donald Trump, vous savez, ces fameux Truth Social que Donald Trump fait, ont des effets immédiats, quasi immédiats, directs. Regardez ce tableau que NBC a fait sur vas-y, juste en dessous. Sur ces dernières semaines. Donc, ce sont toutes les attaques en bleu. Ce sont les attaques. C'est lorsque Donald Trump poste un message sur Truth Social où il s'attaque à un élu, démocrate ou républicain. Et en orange, c'est lorsque il commence à avoir des menaces, intervention de la police pour les protéger. Et vous voyez que, c'est systématique, et souvent c'est extrêmement rapide. Des fois, Donald Trump a besoin de s'y prendre à plusieurs fois, mais que toutes les attaques de Donald Trump, que vous soyez sénateur, que vous soyez un élu local, que vous soyez un gouverneur, se transforment en menaces, et des fois des menaces extrêmement dangereuses, on va y revenir, contre les élus. Ce tableau-là est effrayant. Ouais, parce qu'on voit que donc il y a combien d'exemples là? Il y a une douzaine d'exemples de sénateurs, de républicains, de démocrates visés. On voit qu'il y a un exemple là, de State Senator Greg Good, qui s'est fait SWAT, donc où il y a eu l'équipe SWAT, le GIGN si vous voulez, qui a débarqué chez lui quelques heures après le post de Trump, en pensant qu'il y avait un événement vraiment dangereux et violent. Ce tableau démontre la culture de violence, en fait, qu'on a. Et souvent, cette culture de violence, alors ce qui est intéressant, c'est que ces messages d'appel à la violence, Trump ne les poste pas sur Twitter. Il les poste sur Truth Social, donc il sait parfaitement à qui ça adresse. Ça permet de un petit peu protéger son image de c'est le président des États-Unis. Et comme il y a tout ce sane-washing autour, je pense que la volonté de Twitter, on fait une petite parenthèse, la volonté de Twitter après le 6 janvier d'enlever de la plateforme, comme ça a été sur Facebook, Trump, pour finalement permettre à Trump d'aller parler que à ses fidèles. Quelque part, ça a aidé Trump à revenir à la présidence en 2024. Je ne pense pas que ça aurait empêché qu'il revienne, mais parce que d'un coup, ce côté extrémiste politique de Trump, ce côté folie un petit peu aussi, n'était pas visible de tout le monde. Elle était visible que personnes qui allaient. Et à cette époque-là, je sais que par exemple, vous ne pouviez pas, si vous étiez en Europe, il n'y avait pas la possibilité d'aller parce qu'il fallait être inscrit, d'aller sur Truth Social. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il a quelque part protégé du fait qu'on ne voyait plus ces appels à la violence. Ouais. Bon, après, il y a eu le traitement des experts de plateau américains, des experts de pipeau français américains qui nous disaient « Regardez, on dirait un grand-père tout tendre, regardez son sourire, regardez son visage, regardez ses yeux ». Il y a eu tout ça, mais allons sur Truth Social. 2 exemples de Donald Trump qui, justement, ont déclenché ces menaces. Ouais. Donc, c'était contre les sénateurs démocrates qui avaient expliqué aux militaires américains qu'ils devaient suivre la Constitution. Une semaine après, on a appris qu'au niveau des frappes, justement, il y avait des ordres illégaux qui avaient été donnés. Mais regardez,
ce genre de message de la part de Donald Trump où il parle de tuer, hein, de Bien dire, sûr. voilà, c'est Ouais. punishable by death. Que donc c'est des actes punis, Des punis de traîtres. mort, ce sont des traîtres. Regardez encore une fois, on doit les arrêter, les mettre. Un exemple, cette phrase-là, An un example must exemple, be set. ouais, Ouais. il faut faire un exemple. C'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et donc, je suis allé voir sur le site du Capitole, de la police du Capitole. C'est le site officiel pour essayer de voir c'est quoi un petit peu les chiffres officiels en termes de menaces. Donc, en février, toutes les années, donc on va attendre le prochain. En février, ils mettent cette étude sur le nombre de menaces qui ont été reçues par les membres du Congrès, hein, donc qu'ils soient démocrates et républicains. Et vous voyez qu'en 2024, il y en a eu 9474 menaces. 9474. On va comparer, hein, parce qu'ils ont donné le tableau sur les 5 dernières années. Et vous allez voir, j'ai dû l'oublier, mais c'est pas grave. Thomas, c'est la 3. La 3, ils ont repris ces chiffres-là. Et vous allez voir cette évolution de ces dernières années. Et que vous allez voir, il y a une évolution tendance. directe du nombre de menaces qui a augmenté avec l'arrivée sur la scène politique d'une Certaines personnes. qui est Donald Trump. Et vous avez donc ce nombre qui augmente. Évidemment, 2021, c'est l'année de tous les records. Pourquoi ? C'est le 6 janvier. Et donc, c'est toutes ces menaces reçues par les élus pour qu'ils aient le courage, hein, on s'en souvient, pour qu'ils aient le courage de faire quoi que ce soit. Mais vous voyez que c'est en augmentation constante. Alors, oui, vas-y. Bah, regardez comment c'est lié à Trump depuis Trump 2016 et même après, pendant la présidence Biden, ça se calme un peu et ça commence à augmenter après. Le plus Trump devient encore Candidat. visible Mm. et une partie de notre vie politique. Quand vous imaginez les moyennes, comment elles ont changé avant Trump, quand en 2016 on était à 902 et les moyennes maintenant on doit considérer que 3900 c'est un tiers de ce qu'on a eu l'année dernière, quoi. C'est fou. Bah, c'est fou d'être passé de 900 à presque 10 000. Ouais. Plusieurs fois, on est dans les 9 000. De 900 à 9 000, c'est une augmentation énorme. Ouais, et donc ça, on ne parle pas des juges, on ne parle pas des citoyens. Ouais, c'est on ne tout parle le monde pas- dans le ce Capitole. sont les élus du Congrès. Ouais. C'est pas les gouverneurs. Et donc ça fait partie d'une extraordinaire étude faite par, je vais vous la montrer, faite par l'université de Chicago, qui est donc cette étude faite sur ces menaces en augmentation. Ce qui est bien, c'est qu'elle date du 6 octobre, 8 octobre, ouais. dernier. Donc, vas-y, continue Thomas. Donc, vous le voyez, c'est le professeur Robert Pape, qui est donc un politologue à l'Université de Chicago, qui est vraiment spécialisé sur le sujet de la violence politique. Et donc, on va voir ce qu'il s'est rendu compte, parce que lui, il s'intéresse, là on est vraiment dans le précis, on est dans plus loin que la menace, là, on a vu les chiffres de la menace, les personnes qui ont été arrêtées, hein, qui ont été charged. Donc, il y a eu enquête où ils ont essayé de passer à l'acte avec des tentatives d'assassinat, de l'envoi de bombes, etc., etc. Et ils ont été arrêtés. Et on se rend compte que ces dernières années, entre 2001 et 2024, il y a eu quand même 600 personnes aux États-Unis qui ont été arrêtées et charged par rapport à leurs actes contre des élus. Et évidemment, vous allez voir, si tu peux nous montrer l'autre tableau, celui-là, combien, quand on vous dit les 600, regardez pourquoi on arrive à ce chiffre aujourd'hui, c'est qu'il y a une augmentation de 605% entre l'administration Obama et Trump 1. Et Trump 1, si on a ces chiffres, alors on va se dire oui, bon, c'est sur 20 ans.
Dans la réalité, regardez, sous Bush, il y en a eu 15, sous Bush 2, il y en a eu 16, sous Obama, en début, il y en a eu 39, ensuite 21 sous Obama, et puis on passe à 146. Ça c'est prosecuted, donc c'est pas juste on a arrêté quelqu'un, c'est allé jusqu'au bout. On l'a inculpé, il a été jugé. De l'affaire judiciaire, exactement. Il a été envoyé en prison. Il a été envoyé en prison. Et donc, vous voyez ce tableau-là. Lorsqu'on vous parle, évidemment, on ne cautionne pas la violence politique, qu'elle soit contre la gauche ou la droite, mais il y a eu tous ces espèces d'efforts de communication politique était de la propagande au moment de l'assassinat de Charlie Kirk, de vous dire non, mais regardez, c'est la gauche qui est extrêmement violente. Vous voyez le changement entre 2016 et 2017, 605%. Et ce qui est intéressant, et ça c'est aussi symptomatique des années Trump, c'est, si tu peux nous montrer cet autre tableau, c'est que désormais, regardez, on pourra vous dire non, mais il y a autant de démocrates que de républicains qui sont visés par ces menaces-là. Et c'est vrai, regardez le tableau, on est à 55-54 sous Biden, 76-70, mais c'est symbolique de Donald Trump. Donald Trump a compris que pour arriver au pouvoir, et on est en train d'en vivre la fin, il avait besoin de contrôler le Parti républicain. Donc, il avait besoin de nettoyer le Parti républicain et de transformer le Parti républicain en MAGA, d'où la création du mot Rhino, Republican in name only. Et c'est là que vous voyez que les menaces, comme on l'a vu en Indiana, ce sont des menaces contre des républicains. Chez Donald Trump, ça ne se résout pas en démocrate ou républicain, c'est vous êtes soit pour moi, soit vous êtes contre moi. Donc vous êtes soit un allié, soit un ennemi politique. Votre couleur, la lettre qui est après votre nom, R ou D, ne compte pas. La seule chose, c'est votre positionnement par rapport à moi. Et c'est pour ça que vous avez autant de démocrates que de républicains. C'est complètement, déjà, évidemment, ce recours à la violence verbale qui crée une violence réelle et extrêmement gênante, négative, etc., etc. Mais vous voyez qu'en plus de ça, cette violence, elle est exercée au même niveau dans les deux camps du moment que ce sont des ennemis de Donald Trump. Ah non, c'est intéressant parce qu'en fait, de voir ce genre de chiffres, on s'est rendu compte que récemment, Trump s'attaque quasiment autant, on a l'impression, à des républicains que les démocrates pour essayer de garder son contrôle et exercer son pouvoir. Mais en fait, d'angoisse de voir que c'est vraiment cet effet-là. Soit vous êtes dans le camp Trump-MAGA, soit vous êtes contre lui et il s'en fiche du fait que vous êtes démocrate ou républicain. S'il vous voit comme une menace, il va vous menacer et regardez les résultats après. Ouais, et donc on va retourner sur Thomas, notre dossier sur l'Indiana, parce que ces menaces ont vraiment été au cœur de tout ce qui s'est passé. Donc regardez, là c'est un résumé de tous les incidents, du moins certains incidents qui ont eu lieu, et souvent ces menaces-là, on n'en a pas l'amplitude de savoir, mais comment cette pression existe. CNN ce matin, du moins hier, a sorti un papier où ils sont allés interroger. Tiens, tu peux nous montrer le tweet, voilà, pression. Ils sont allés interroger plusieurs de ces élus républicains qui ont osé résister à Donald Trump, et vous voyez combien ça vient pourrir le quotidien de ces élus. L'idée, c'est de vraiment venir leur pourrir la vie. C'est de les menacer, de les faire céder et donc de leur pourrir la vie. Et donc, vous avez une grand-mère qui raconte, qui est donc une élue républicaine, qui a voté et qui avait annoncé qu'elle voterait contre ce redécoupage électoral, qui est simplement là pour permettre à Donald Trump de garder sa majorité en 2026. Et elle dit qu'elle a accompagné son petit-fils à l'entraînement de basket et son petit-fils lui a avoué que toute
toute l'équipe avait reçu des textos sur sa grand-mère pour dire qu'elle était en train de trahir Donald Trump. Donc même les enfants, Les petits-enfants. Ouais. les petits-enfants ici sont exposés à cette pression-là. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre. C'est aussi, on va le voir, il y a le témoignage de cet autre élu, Greenser, je crois le nom est comme ça, Thomas, je ne me suis plus certain du nom. Cet élu républicain, on doit avoir le témoignage. Non, j'ai pas dû le mettre. Voilà, c'est ça, c'est son témoignage. Vas-y, merci. Qui raconte que lui, donc c'est Crider, excusez-moi, c'est Crider, c'est un élu de l'Indiana. J'avoue que je ne les connais pas. Ce sont des élus locaux qui racontent que évidemment, ça a été extrêmement difficile et il déteste l'idée que ça vient bouleverser la vie de ses enfants et la vie de sa femme et que on reçoit des messages en leur disant qu'on va faire, on va installer une bombe, on va faire brûler leur maison, etc., etc. Mais lui, il dit que cette campagne de peur qui a été créée par Trump et par ses alliés, c'est quelque chose qui, au contraire, l'a motivé. Ouais. L'a motivé en se disant plus on essaye de me forcer à faire quelque chose, moins je le fais. Je vais vous montrer aussi cette photo très sympa. On vous avait parlé de cet élu qui s'appelait Good, on ne savait pas s'il allait voter pour ou contre, et puis il a fait son discours la première, Thomas. Regardez le genre de message d'Indiana, d'élus, d'électeurs qui dit voilà, merci sénateur Good, thank you for doing good. Et donc, ce qui est le plus ironique, tout ça, parce qu'on l'a vécu, cette campagne, vous l'avez raconté, cette campagne de menaces, la venue de J.D. Vance plusieurs fois, les coups de téléphone de Mike Johnson, l'implication de la Maison-Blanche, c'est que Donald Trump, évidemment, lorsque Donald Trump a une victoire, du moins, lorsque quelqu'un dans le camp de Donald Trump a une victoire, Donald Trump est responsable de la victoire. Lorsque Donald Trump obtient une défaite, et l'Indiana, c'est une défaite pour Donald Trump n'est pas au courant. Regardez la première réaction de Donald Trump. Let us dive. Thank you, Peter. Mr. President, in Indiana, just a few moments ago, the Senate there rejected the congressional maps to redistrict in that state. A number of Republicans voted against that redistricting effort. You have spent a lot of time talking about this. The Vice President traveled to Indiana. What's your reaction? Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. And I wasn't working on it very hard. Would have been nice. I think we would have picked up 2 seats if we did that. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does, but because he's done a tremendous disservice. I mean, think of it. It's a great place. I love the people there. They love me. We won in a landslide all 3 times. Got tremendous votes. I got record votes. And then there's no reason for doing that. And the Democrats do it to us, so I can't imagine that they do it. But I wasn't very much involved. But there's a man named Bray, as I guess, head of the Senate. Was that Bray? Is that the name, Bray? I mean, I'm sure that whenever his primary is, it's I think in 2 years, but I'm sure he'll go down. He'll go down. I'll certainly support anybody that wants to go against him. Même là, si on n'est pas dans une menace violente, il y a cette menace-là en disant je le connais pas, mais j'espère qu'il va perdre sa prochaine élection. Et quand il dit ça, quand c'est le président qui va faire campagne, et en plus il y a eu déjà d'annonces de lui, de J.D. Vance et de Donald Trump Jr. qui vont tous aller faire de la campagne en Indiana et d'autres États pour renverser ces républicains qui ont osé voter contre MAGA. Ce sont des menaces à rendre dans ce dossier. Même écoutez la manière qu'il le dit. Il dit le terme « he's gonna go down ». C'est vraiment
il essaie d'utiliser des termes qui marchent à plusieurs sens, Ouais, qui peuvent et on en inspirer. revient sur le courage politique de ces élus républicains qui ont osé dire non. Alors, ce qui est fou, c'est que Donald Trump, 2 fois, il explique que moi, je n'étais pas du tout impliqué, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, parce qu'évidemment, c'est une énorme défaite. Donc, il ne sait pas ce qui se passe, mais il connaît les noms des personnes qui ont été responsables Ouais. pour lui de cette débâcle. Donc, évidemment, vous avez compris. Et dans un deuxième temps, ce qui a été extrêmement intéressant, vous avez montré, entre autres, ce tweet de Heritage Foundation qui confirmait qui expliquait qu'il y avait eu des menaces de la Maison-Blanche de dire on supprime tout ce qui est aide fédérale, tout ce qui est argent. Donc, on parlait des bases militaires, tu t'en souviens, on parlait des constructions de routes, si vous ne votez pas ce que Donald Trump vous demande. Donc, dans la foulée de Donald Trump qui explique non, mais c'est absolument pas grave, je m'en suis pas occupé. Il y a eu cette espèce de campagne de républicains sur X pour dire non, mais c'est pas vrai, il n'y a jamais eu ça. Et puis il y a eu ce tweet, vas-y Thomas, ça c'est le lieutenant-gouverneur. Donc c'est le numéro 2 de l'État. Et c'est un allié de Trump, hein, c'est un allié de Trump qui confirmait, dit non, l'administration a été extrêmement claire là-dessus en disant que si on ne votait pas, il ferait de telle sorte que il n'y ait pas d'aide fédérale, qu'il n'y ait plus d'aide fédérale, une forme de chantage ignoble. Et ce tweet que vous voyez là, il n'existe plus parce qu'il est allé le supprimer après, parce que lui-même a été menacé par l'administration Trump en lui disant il faut enlever ce tweet qui confirme que l'on a menacé. C'est malade. Et c'est un allié de Donald Trump. Ouais, non, mais C'est un allié de Donald Trump. C'est un allié de Donald Trump. Complètement fou, le gars qui avoue ouais, on s'est fait menacer. Et qui se fait menacer pour avoir dit qu'on s'est fait menacer. Peut-être ça, c'est juste une toute petite menace, Thomas. Ouais. Oui, peut-être ça, c'est une toute petite menace. Et pourquoi ces menaces, pourquoi cette volonté, entre autres exprimée par Bannon, de dire il faut absolument qu'on refasse la carte électorale, c'est parce qu'on sait qu'on ne peut pas gagner. On sait qu'on ne peut pas gagner. Dans ce cadre-là, il y a les conséquences d'une défaite. On en a déjà parlé, et les conséquences de défaite, aujourd'hui, elles font faire des cauchemars aux Républicains, parce qu'ils ont compris que s'ils ne gagnent pas dans 11 mois, nous sommes le 13 décembre, s'ils ne gagnent pas au début de novembre 2026, ils vont perdre la majorité au minimum à la Chambre des représentants, possiblement, même si ça va être très très dur par rapport à la carte électorale pour le coup et la manière dont le Sénat est renouvelé au Sénat, et que donc on va se retrouver dans une situation où il va y avoir des tas de commissions d'enquête, il va y avoir des possibilités d'impeachment, c'est déjà promis pour des Kash Patel, des Pam Bondi, des Donald Trump, des Kristi Noem, et avec le risque, en tout cas, il interprète comme ça, comme source de motivation. Aujourd'hui, vous avez Steve Bannon, on va l'écouter, qui, lorsqu'il fait des conférences devant les élus républicains, il dit si on ne se débrouille pas à réussir à gagner cette guerre redécoupage, on va finir en prison. On va finir en prison. And I will tell you right now, as God is my witness, if we lose the midterms and we lose 2028, some in this room are going to prison, myself included. They're not going to stop. They're getting more and more and more radical. And we have to counter that. And what do we have to counter it with? We have to counter it with more action, more intense action, more urgency. Voilà, donc vous voyez l'importance de cet événement. Je suis vraiment très heureux de vous l'avoir proposé en direct. Et vous le savez, Thomas va vous réexpliquer. D'ailleurs, il ne sait pas de quoi je parle, mais il va le faire. On vous parle depuis, et vous avez même un emoji à ce sujet, on vous en parle depuis
janvier 2025, de l'importance des vaguelettes. Donc Thomas, peux-tu, pour nos nouveaux spectateurs, je vois qu'on est arrivé à 42 880, donc peux-tu expliquer à ce nouvel abonné c'est quoi les vaguelettes? C'est très beau les vaguelettes parce que voilà, ça part d'une citation de Robert F. Kennedy qui expliquait comment, en fait, même quand la nuit est noire, qu'on a l'impression qu'on est face à quelque chose de trop fort, en fait, chaque action de résistance, d'espoir est comme une petite vaguelette qui, mise ensemble avec les dizaines, de centaines, de milliers d'autres vaguelettes autour, crée des vagues de force qui peuvent faire descendre même les plus grandes murs d'injustice. Exactement. Et je vais vous faire écouter cette intervention de Pete Buttigieg qui parle exactement de ça. Il parle exactement de ça en revenant sur l'Indiana. Il est allé faire campagne dans l'Indiana. Il explique que lorsqu'il les allait faire campagne, il y avait ces rencontres populaires où il y avait un véritable élan. On vous avait montré plusieurs de ces images, et entre autres, et on est dans un territoire MAGA, et entre autres, ces town halls qui se passaient très très mal pour les élus de l'Indiana. Donc, il explique que tout le système de Trump, en parlant de ces menaces et en parlant de ce qui s'est passé en Indiana, repose sur vous donner le sentiment que vous ne pouvez rien faire, que face à vous, il y a une force qui est indestructible et qui va vous détruire, vous. Et il dit, ce qui vient de se passer en Indiana, c'est, on vous envoie à vous, Américains, le message contraire, de dire, regardez, c'est possible en résistant de lutter contre Donald Trump. Vas-y, Thomas. And I will tell you. So I went to Indiana in September. We had a rally with hundreds of people, about 1,000 people filling that atrium of the State House. And it demonstrated that the people of Indiana, again, still a very conservative state, but they did not think that this was right. And every time that the forces aligned with the president tried to stage a rally, trying to show popular support for what they were doing, it fell flat. They could only get a few dozen. And I think that's especially important at a time like this where a lot of people at home are wondering if they have any power at all. A big part of how Trumpism works is to make you feel totally disempowered, to make him feel inevitable. And yet the clear takeaway from this is he is not unstoppable, and you are not without power. A whole bunch of people stood up, rallied in the State House, made those phone calls, the exact kind of old-fashioned political organizing things that some of us asked, does this still matter? Does this still work? It clearly had an effect, stiffening the spines of these Indiana Senate Republicans who, in the end, had this vote, and it wasn't even close. Ouais, donc c'est vraiment un rappel extrêmement important. On l'a vécu avec lorsqu'il y a eu ces manifestations No Kings aussi, de se dire voilà, vous n'êtes pas seul. Et c'est ce que Trump, en permanence, en contrôlant le narratif, en contrôlant les médias, et lorsqu'il vient soutenir des projets comme par exemple le rachat de Warner par Paramount, c'est cette idée de dire je veux contrôler le narratif, je veux contrôler, pour vous donner le sentiment que votre colère, elle ne vous mènera à rien. Votre envie de résister ne vous mènera à rien. Et donc, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en Indiana, où malgré les menaces, malgré des efforts de plusieurs mois, malgré 2, voire peut-être 3, il y aurait peut-être eu un voyage secret de J.D. Vance du côté de l'Indiana, malgré les appels de Mike Johnson, malgré tout cela, regardez, les noms en rouge, ce sont ces élus, et ça n'a pas été un ou deux, 31-19, qui ont décidé de s'opposer à Donald Trump, et ça marche, ça marche. Exactement. Les vaguelettes sont en force. Voilà, allez, à tout de suite.